Alors, concernant la thèse de Yeboué-Kan Yannick sur les Baoulés Soamelins intitulée Histoire d'un sous-groupe baoulé, les Soamelins de Tabo, des origines à la colonisation française du 8e siècle, 19e siècle. 8e siècle, 1960, encadré par le professeur Mbrakwakou Désiré. Alors, après la rencontre avec les Akroufoué et puis les Akpatifoué, alors il indique que les Soamelins, attirés par les richesses de la région, ont créé leur principal village qui est Tayabo. Nous avons expliqué le sens de Tayabo, n'est-ce pas? Alors, il y a des points sur lesquels nous ne partageons pas les mêmes idées. Hein. Alors, concernant la guerre des Soamelins contre les Baoulés, bon, il indique justement le fait que les Soamelins semaient l'insécurité dans la région et que les Soamelins c'est au temps du roi Kwame Toto qu'ils auraient été combattus. Oh non! Après la reine Akwa Boni, il y a eu le roi Kwaku Dje et puis maintenant le roi Kwame Toto. La preuve, nous avons ici un administrateur qui en parle, hein, le rapport du lieutenant Couder en 1904. Donc vous voyez, c'est déjà, on est en plein pied dans pratiquement la période coloniale. Non. Quand ils sont venus, c'est d'abord la reine Akwa Boni qui a envoyé Kwaku Dje, son frère, pour établir l'ordre d'abord dans la zone de Tia-Salé, où d'abord les Soamelins semaient le désordre. Quand ils ont été vaincus, Tayabo, c'est le fait de payer 100 unités de poudre d'or qu'on appelle Ta à la reine Akwa Boni. Maintenant, si semble-t-il, ils ont continué pour certains dans la zone de Tayabo où ils se sont installés à commettre notamment des exactions contre les marchands, etc. Hein, et que ce fut au temps de Kwame Toto, là, ça peut se comprendre. Là, ça peut se comprendre. D'ailleurs, même, il risquait d'avoir affaire aux colonisateurs qui déjà proclament en 1893 que la Côte d'Ivoire est colonie française. Bon. Ensuite, il y a l'épisode des barres de fer avec les coqs qui vont les picorer, etc. Bon, ça explique simplement le conflit. Est-ce que cela veut dire que certains Soamelins, malgré, je peux dire, l'accord de Taya, hein, ont continué de se livrer à quelques pillages, etc., attaquer les marchands qui partaient à Tia-Salé ou ailleurs? Bon, ça, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que c'est un peu une extension de guerre, mais en fait, ce n'est pas alors une guerre complète. Ce sont certains Soamelins qui, n'est-ce pas, sèment le désordre, hein, prennent des otages, etc. Bon, ça, c'est une autre chose. Voilà, donc il explique ce désordre auquel les Baoulés à Sabo veulent mettre fin. Hein. Voilà. Mais la première guerre, justement, ça, c'est de la période de, disons, autour de 1730. Vous voyez. Là, quand on va jusqu'à pratiquement 1904, c'est pratiquement plusieurs années après. Plusieurs années après, vous voyez. C'est plusieurs années après. Et voilà. Bon. Alors, il écrit que l'histoire de la jeunesse de Tabo est étroitement liée au site du sanctuaire. Le village de Tabo est adossé au massif forestier de la zone de la forêt de Lolobo et de sa rivière Lolobo. Bon. Alors, il dit que cette rivière est par ailleurs la limite naturelle entre le territoire de Tabo, village de celui et celui de Kotieso. Voilà. Bon. Alors, Kroa Bilé, chef de la migration et du futur village de Tabo, qui, traditionnellement, abat le premier arbre qui préside au rite agraire et entretient une relation privilégiée avec les esprits de la nature de cette zone. Or, Kroa Bilé faisait partie justement
des chefs guerriers qui ont pourchassé les Assabou. Donc vous voyez que c'est plusieurs années avant. C'est plusieurs années avant. Il écrit de la sorte, Tabo devenu Tabo village regroupe les clans ou grandes familles suivantes. Aoulenu, Djebossou, Asinze, Atekroaboussou et Morokro, dont 2 familles cousines nobles. Toutes les familles à Caen sont nobles. Il faut savoir ça. Il ne faut pas écrire famille noble, famille cousine noble. Non, non, non. Toutes les familles à Caen sont nobles. C'est à l'intérieur maintenant qu'on a des éléments qui sont descendants des captifs. Il écrit Aoulenu et Djeboussou, qui alternent dans l'exercice de la chefferie. Voilà. Donc ça peut se comprendre. Voilà. Donc, la chefferie est de type bicéphale. À l'origine, ce village avait 2 quartiers appelés Akbassoa. Ce sont Aoulenu et Djeboussou, qui correspondent aux familles dirigeantes. Les 2 frères qui étaient les chefs se mirent d'accord pour créer ces 2 familles dirigeantes. Celle d'Aoulenu, dirigée par Kroa Bilé, et celle de Djeboussou, dirigée par Kwasi Kotoko. Il faut dire plutôt descendant. Parce que Kroa Bilé, c'est un Ashanti. Kwasi Kotoko aussi, c'est un Ashanti. Peut-être qu'ils étaient du clan Oyoko ou bien du clan Kona, Sokoré, etc. Ça, c'est autre chose. Donc, là, on voit bien qu'ils sont en train de se baouléitiser. Ils sont en train de devenir des baoulés. Donc, c'est après que ces familles-là prennent ces noms et se savent descendants soit de Kroa Bilé ou bien de Kwasi Kotoko. C'est ce qu'il faut comprendre. D'ailleurs, même le terme, quand on voit par exemple le terme Djebossou, ça ressemble à la façon d'appeler les familles, par exemple, dans les pays Abé, dans les pays Abidji, etc. Voilà, donc c'est un peu différent. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc ensuite, il parle de la succession des chefs. Donc 2 familles alternent, c'est-à-dire la famille qui descend de Kroa Bilé, celle qui descend de Kwasi Kotoko, ils alternent comme ça à la tête du pays. Mais il faut dire que les Djeboussou, c'est-à-dire ceux qui descendent de Kwasi Kotoko, ont été les plus nombreux. Ont été les plus nombreux. Alors les chefs qui citent premier Kroa Bilé, dont les descendants sont ceux d'Aoulenu, Kwasi Kotoko, dont les descendants sont ceux de Djeboussou, Kroa Congo, qui est Aoulenu, donc qui se réclame de Kroa Bilé. Et puis maintenant, tous ceux qui se succèdent ensuite pendant plusieurs années sont des descendants de Kwasi Kotoko. Il s'agit de Seidje, Seregu Aka, Atumbre Asuma, Dje Vaou, Vaou Kwasi, Kofi Kuna. Voilà. Et puis après maintenant, Aka Kakou qui lui est de la descendance de Kroa Bilé, c'est-à-dire la famille Aoulenu. Et puis ensuite, Ebu Logon qui est de la famille Djeboussou. Et Kwasi Aka Félix qui est de la famille Aoulenu, donc il se réclame de Kroa Bilé. Et puis Kuna Alali qui est de la descendance de Kwasi Kotoko, c'est-à-dire Djeboussou. Voilà. Voilà. Alors, ils vont, comme il est dit ici, ils vont aussi créer d'autres villages. Ils vont créer d'autres villages. Ce sont les villages de Awati, Ndenu, Kotieso, sur la rive droite du fleuve Bandama, et Aondo, Sawa, Koto, Iri, sur la rive gauche. Il faut préciser, rive gauche, rive droite, ça ne veut rien dire. Soit il faut dire rive est ou bien rive ouest. Parce que la gauche et la droite, c'est aléatoire. Oui. Bon. Gauche par rapport à quoi? Soit c'est à droite du fleuve Bandama, soit c'est à l'est du fleuve Bandama ou à l'ouest du fleuve Bandama. Là, c'est plus précis. Voilà. Sinon, c'est l'histoire de rive droite, rive gauche, c'est pas... Et donc, on voit qu'il y a d'autres villages, n'est-ce pas, qui se créent. Cela veut dire qu'ils ont commencé à devenir un peuple qui croit, n'est-ce pas, où les gens sont beaucoup plus... Donc, ils sont, je peux dire, ils grandissent au plan démographique. Voilà. Ils vont créer les villages de Kotieso, Clan, Bogwa et Akrou Kanounou.
Donc cela veut dire que dans les villages qui se créent là, il n'y a pas que ceux qui sont directement d'extraction Swamlé, mais il y a ceux qui sont soit d'extraction à Kouroufoué ou bien d'extraction à Kwatifoué. Par exemple, on voit Akourou Kanou, ça c'est un village créé par les Akourou. Denou, hein. Clan Enyi, Betekpo et Nsima, Awati, clan Akourou, ou Ousseredoussouan, Sipakotipa, Lafledi et Tchegoïda. Bon, donc vous voyez que c'est ça, ce sont souvent des clans Akourou, c'est-à-dire des populations qui appartiennent à la migration du XVIIe siècle, que j'ai appelé la migration Akwafuga, Krobo, Adila, Vatim, et qui était dans la région quand les Swamlans d'extraction Ashanti, Djaben sont venus les trouver. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Alors, il indique aussi que l'ancêtre Swamlin est nommé Ate Goubou a marché avec Nana Kroabili. Ate Goubou a marché avec Kroabili. Bon, est-ce que celui-là il est d'extraction purement Swamlin? Je ne crois pas. Bon, parce qu'il indique ici, progressivement le village sera appelé par les Dida voisins et les Swamlins qui revendiquent l'origine du fait de l'assimilation des autres groupes. D'accord. Une relecture de cette tradition reste stipule que l'ancêtre Swamlin est nommé Ate Beaucoup a marché avec Nana Kroabili. Si c'est vraiment un Ashanti, Gougou, non. Aucun Ashanti ne peut s'appeler ainsi. Peut-être c'est beaucoup. D'ailleurs, dans les langues Twi Ashanti, GB, hein, ça n'existe pas. C'est-à-dire deux consonnes qui se suivent, ça n'existe pas dans la langue Twi Ashanti, ça n'existe pas. Voilà, donc peut-être c'est beaucoup, voilà, qui est devenu Bogu, transcrit Bogu. Peut-être c'est Ate beaucoup. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Quand il y a eu des fusillades entre les sujets d'Ate Bogu et de son frère Kakou Yao à Tabo, Nana Kroabili a dit d'aller occuper les terres vides d'où leur arrivée à cet endroit qui deviendra Awati. Depuis la création d'Awati, aucun village, sauf le petit village qu'on appelle Amanimenu, n'a été fondé dans le voisinage. Leur ancêtre vient de Goudi, plus loin d'Agbaou. Il est venu demander à obtenir chez les Swamlins, dont le chef était Nana Ndwa Ngessa, une portion de terre pour créer le village. Donc vous voyez qu'il y a même des éléments qui viennent de l'extérieur et qui sollicitent leur installation. Ça, c'est courant dans l'espace des Africains. C'est donc de Tabo que sont partis les futurs Awati après une cohabitation difficile. Leur déplacement à Awati est une politique voulue et initiée par leur guide Kroabili pour occuper les terres riches et encore inhabitées. Les ancêtres sollicitent au Akourou et obtiennent le site où s'établissent des villageois. L'ancêtre Ate Gougou vient alors fixer son campement qu'il baptise Awati. À l'origine, il y avait 3 campements. Le premier d'origine Swamlin sont ceux de Ngessa Gouadi et d'Asamoah Ikoua. Asamoah, ça c'est un nom très Ashanti ça. Tandis que les Akourou avaient celui de Angwa Kwadjo. Voici Ngessa et Adiafi étaient les chefs des Swamlins. Voici Ngessa et Adiafi étaient les chefs des Swamlins. Ce sont eux qui les commandaient. Kassim Ngessa est mort et il est resté seul Adiafi. Plus tard, les 3 campements se sont rassemblés et fondé un seul village. Nana Adiafi du Swamlin est ainsi venu au commandement, aidé de Yao Kwasi Angwa de Laoulobo. Bon, ça c'est mal écrit. Peut-être Kwasi, c'est-à-dire Laoulobo de Nana, Yao Kwasi Angwa. Là, ça peut se comprendre des Akouloufoué. Voilà. Donc, on voit bien que c'est surtout les Akouloufoué, les Akwatifoué, et puis les Swamlins qui s'élargissent, qui sèment donc pour créer des villages. Bon, ça c'est une chose normale. Voilà, donc c'est que là, on va donc, je peux dire, dans des périodes beaucoup plus récentes. Voilà.
Il parle ensuite des migrations internes des Swamlé. Bon, moi, je laisse ça de côté parce que moi, c'est surtout le... J'avoue, hein, le côté précolonial qui m'intéresse. Hein. Voilà. Alors, il parle de certains sujets quand même qui sont intéressants. Alors, il y a un informateur qui lui dit « Les gens de Gogobro, aussi d'origine Akan, disent venir de la zone de Tiasalé à la suite de Palab pour s'installer dans le pays Garo. Voici un extrait de leur tradition. Autrefois, nos parents habitaient tous près de Tiasalé. C'est à l'arrivée des Baoulés que là, à la suite des guerres, ils ont été repoussés, les uns plus à l'est, les autres plus à l'ouest, jusqu'aux emplacements actuels de leur village. Est-ce qu'il ne s'agit pas de Batrafoué ou Assin? Parce que c'est eux qui étaient les autochtones de la religion de Tiasalé qui appartiennent à la migration à Kwafuga, Krobo, Adila, Vatim. Là, ils eurent à construire leur premier campement. C'est à partir du Garo qu'ils sont partis pour occuper les terres actuelles. Parmi les villages qu'ils fondent se trouve vers au nord celui de Boakako. Bon, c'est mal dit, mais bon, le village de Boakako, on retient ça. Comme on le constate, ce n'est autre que le village de rassemblement des Swamlé dans le Wata, avant l'installation sur la terre d'accueil de Tabo, à l'Éléblé. Il n'est pas possible que les lignages familles Swamlé se soient effectivement installés au milieu des anciennes populations d'Ida pour former le peuple Mamni. Là, je ne comprends pas bien. Je reprends la lecture. Il n'est pas possible que des villages, des lignages ou familles Swamlé se soient effectivement installés au milieu des anciennes populations d'Ida pour former le peuple Mamni. Je ne comprends pas. Il est possible ou bien il n'est pas possible. Bon, c'est ce qu'il a écrit. Il a écrit il n'est pas possible. Ces populations s'élancèrent droit devant eux au milieu des populations d'Ida. Salves Marmier, dans l'étude régionale de Boaké, dit que des Swamlins, c'est-à-dire les Mamni, les quittèrent lorsqu'ils étaient encore tous rassemblés dans les environs de l'Éléblé. D'après la tradition, ils partirent à la recherche d'un point d'eau vers Iré et s'installèrent au milieu des Dida. À ce titre, il faille se souvenir que le manque d'eau à l'Éléblé, notamment en saison sèche, est l'un des motifs évoqués pour expliquer la dispersion des Swamlé. Bon, ça peut arriver, n'est-ce pas? Voilà. Alors, nous pensons que les populations qui vont s'installer dans les régions de Wata, tout comme les Garo, sont passées par Agboudou ou Ogoudou, que les Mamni reconnaissent encore dans leur tradition orale comme étant leur origine proche. Il suffit de se référer à la tradition orale des Mamni de Gogobro pour comprendre cette étape. Ils reconnaissent que leurs ancêtres ont séjourné dans la région de Tiasalé et à la suite de Palab sont partis pour s'installer dans le Garo à partir de Agboudou. Et même la tradition orale des Mamni d'Idoko, nous sommes venus du groupe Akan, nous étions à Tiasalé et comme il n'y avait plus de place là-bas, nous sommes arrivés ici. Bon, moi je pense sincèrement et très simplement que sans doute ils sont d'extraction, comment on appelle ça, Batrafoué ou Asrin. Voilà. Toutes ces traditions donnent une origine à Akan Swamlé à leurs ancêtres, même si cela n'est pas clairement exprimé par moment. Le fond de l'histoire reste le même en général. Nous pensons que Nyoto Bakri n'a pas véritablement examiné en profondeur ces traditions quand il fait la démonstration sur l'origine douteuse des Mamini. Si les Mamini disent être venus directement du Ghana actuel pour s'installer dans la région de Tiasalé, ce n'est pas forcément faux. Nous convenons ici avec René Kwame Alou. Certains migrants à Akan Baoulé n'ont pas connu l'étape du rassemblement dans le drap noir. Attestent les origines orales des Aïli, des Aali et des Nanafoué, des Ahua, les Nanafoué sont des Ahua, des Swamlé et Mamni. Voilà. Bon. Nous allons nous arrêter là parce que ça fait 19 minutes. Voilà, nous allons nous arrêter là. Donc c'est une partie, n'est-ce pas, de l'histoire des Swamlé, du Tabo que nous sommes en train de présenter. Je pense que la prochaine vidéo va marquer la fin, n'est-ce pas, de ces passages-là.
Voilà. Parce que là, il va commencer à aborder la question, n'est-ce pas, de la période coloniale.